Bonsoir à toutes et à tous. On va maintenant passer à la partie conférence de la soirée qui s'inscrit donc dans le cycle de conférences lié à l'exposition Y'a le feu au lac, histoire d'une fille à haut risque au château de Morges et qui est ouverte jusqu'en décembre 2024. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Sarah Colère qui va donc faire cette conférence pour nous ce soir sur l'éco-anxiété et puis je vais lui laisser la place pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Barbara et merci à toute l'équipe d'organisation. Je suis très contente d'être là ce soir. J'ai appris plein de choses déjà, c'est super. Donc juste pour vous retracer un peu mon parcours, comme ça vous comprendrez mieux ce que j'ai mis dans ma présentation, qui va durer à peu près 45 minutes. Après on aura une partie pour les questions, puis si on a encore le temps, des petits exercices pratiques. Moi j'ai fait des études en psychologie, puis après en sciences de l'environnement, que j'ai terminé, j'ai fini mon master il y a un peu plus de 10 ans. Et j'ai fini un peu en burn-out, quoi. Enfin, un peu en dépression. C'est-à-dire pendant 2 ans, j'ai appris tout ce qui n'allait pas dans notre modèle, on va dire, économique, productif, etc. Et on a tout déconstruit et puis et c'était compliqué. Voilà. Et donc au niveau émotionnel, je pense que j'ai passé par plein de phases d'éco-anxiété et je suis encore voilà, là-dedans et ça évolue. Et donc ensuite j'ai voulu faire une thèse pour essayer de comprendre parce que ce qui m'intéresse moi c'est le modèle économique dans lequel on est, qui est un modèle productif, qui est un modèle de croissance. Et depuis des dizaines d'années on remet en question ce modèle, mais collectivement on est toujours en fait pris dans un modèle de croissance. Et ce qui m'intéressait c'était de comprendre les blocages psychologiques plutôt qu'étaient là derrière. Donc j'ai essayé de mixer un peu tout mon parcours en psychologie, sciences de l'environnement, économie. Et là je viens de terminer ma thèse à la fin de l'année passée. Et puis en parallèle, j'ai développé un peu des activités aussi d'ateliers, d'animation d'ateliers en éco-psychologie. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce terme, éco-psychologie. Ben, c'est super parce qu'on va en parler aujourd'hui. Et je vous propose du coup aujourd'hui une lecture. Alors ça fait 2 ans qu'on me contacte régulièrement pour parler d'éco-anxiété. En général, on me donne 1h30. Puis on me dit voilà, il faut que les gens ils ressortent motivés, conscients, lucides, et ils puissent accompagner leur entourage là-dedans et qu'en fait on soit tous bien avec ça. Je ne peux pas vous promettre la lune, mais en tout cas, il y a de quoi être optimiste quand même, mais d'une manière lucide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi parler un peu de psychologie existentielle, de la peur de la mort aussi, qui sont des questions qui sont très intéressantes quand on parle d'éco-anxiété, parce que voilà, je vous en expliquerai un peu plus. On va commencer par un mini contexte humoristico-écologique, parce que moi j'ai réalisé depuis que j'ai fini... donc voilà, maintenant j'ai 37 ans, j'ai fait mes études quand j'avais 22-23 ans en sciences de l'environnement. Et voilà, depuis 10-15 ans, j'ai réalisé que j'avais besoin de rigoler maintenant un peu pour libérer la soupape de temps en temps. Donc je vous propose une petite vidéo de 2 minutes humoristique. Et puis moi, ce que je vous propose ce soir, c'est un décryptage en fait. C'est des propositions de lecture de l'éco-anxiété. Donc on va parler d'éco-anxiété, mais assez vite, on va parler de tout le modèle qu'il y a derrière, économique, de croissance, et aussi de notre lien à la nature, de notre lien au vivant. C'est quoi la nature pour nous? Comment elle se définit? Parce que pour l'éco-psychologie, une des racines de pourquoi on en est là dans ce modèle productiviste, c'est parce qu'on s'est déconnecté de cette conscience d'appartenir finalement au vivant, qui fait qu'aujourd'hui, on a des modes de consommation qui sont très difficiles à remettre en question, à un niveau individuel, mais pas seulement, à un niveau vraiment aussi collectif d'organisation sociétale. Donc on va parler de tout ça. On finira par quelques pistes pratiques sur comment on vit avec tout ça, avec ses émotions, et puis on pourra discuter ensemble et voir à la fin, prendre un apéro pour se décharger de toutes ces émotions, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. L'alcool, c'est pas forcément bien pour ça. Alors, on va voir si le son fonctionne toujours. Bonjour, c'est pour un retour. Bien sûr, c'était quoi le problème? C'était la taille? Non, c'est juste qu'ils sont plus à la mode. Ah d'accord, et vous les avez achetés il y a 20 minutes. Ok. C'est vrai que les marques traditionnelles, elles proposent jusqu'à 4 collections par an, alors que celles de fast fashion, elles en font jusqu'à genre 36. Ça peut paraître énorme, mais en vrai, on cible vraiment une clientèle qui change de chemise comme on change de chemise, quoi. Donc voilà, là on a les t-shirts, ça c'est tout ce qui est chaussettes, les 2 trench, les petits shorts pour cet été, voilà. Alors ça vous fera 22,20 €. Nos clients, ils aiment bien s'inspirer des stars qui, elles, portent jamais 2 fois le même vêtement. Et puis ça tombe bien parce qu'en fait, les vêtements qu'on vend sont de tellement mauvaise qualité qu'on ne peut pas les porter 2 fois. Donc.
Alex, tu me sors les jus des cartons, tu me les classes par couleur, par taille, et puis demain on fait la même chose avec la nouvelle collection. Hein? Les gens sont persuadés de compenser leur surconsommation en faisant des dons à des assos, mais c'est vrai qu'on mesure l'absurdité d'un monde au fait que par rapport à nous, les SDF ont de moins en moins de collections de retard. J'ai une déteint sur ma peau, je me gratte, je commence à avoir des nausées. Il a combien? 3 €. Bon, je le prends. La fast fashion commence à être concurrencée par l'ultra fast fashion, avec genre des marques chinoises qui proposent des collections toutes les semaines, hyper innovantes, colorées, mais là qui ciblent clairement les 12-16 ans, hein, ce qui est cohérent, vu que c'est fabriqué par des 12-16 ans. Donc, oups. Help, I am Ouïghour, save me. Ah mince! Ah bah j'ai pas dû le voir passer celui-là pendant l'inventaire. En tout cas, ça c'est sûr, c'est une pièce unique. Hein. Ah mais trop bien. Moi je le prends. Ouais. Merci. L'industrie textile est responsable chaque année de l'émission de 1 milliard de tonnes de CO2. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il y aura une contraction naturelle, puisque fatalement, on fabriquera moins de doudounes. Et hop, nouvelle collection. Il va cartonner celui-là. Ah bah nos clients ont des valeurs. Hein. La mode s'accélère, puisque les consommateurs veulent être les premiers à suivre une nouvelle tendance pour se différencier des autres. Hein. Mais alors pour ça, pas de panique, il y aura toujours un marché, parce qu'on est des milliards à vouloir être uniques. Route. Non. C'est un humoriste qui est très engagé, donc Bertrand Huskla, qui fait plein de vidéos sur... voilà, il incarne des personnages différents, il fait passer des messages en fait à travers ses vidéos. Voilà. En gros, ça c'est un petit contexte, c'est-à-dire que ça c'est nous, quand on est éco-anxieux, qu'on se demande mais où va le monde, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre. Puis là j'ai mis, alors pour moi faire des slides c'est vraiment une activité artistique, j'adore ça, je mets plein d'images. C'est pas toujours très clair à lire, c'est pour ça que du coup je vous explique un peu, mais j'ai mis plein d'images qui représentent des messages qu'on peut recevoir dans la vie de tous les jours qui peuvent nous paraître très contradictoires, en fin de compte. Hein. Au niveau collectif, au niveau individuel, on voit qu'il y a des campagnes pour économiser l'énergie, il faut mettre un couvercle sur ses casseroles, etc. Il y a plein de choses. Puis d'un autre côté, moi j'ai vécu longtemps à Lausanne. À Lausanne, maintenant, il y a un boom des écrans publicitaires. Maintenant, quand on descend au Flon, il y a, je crois, pas moins de 8 écrans. Comme ça, on peut suivre les écrans le long du trajet de l'escalator quand on descend. Et ça, des fois, on peut se dire, mais il y a quand même un truc qui est bizarre par rapport à tout ça. Il y a les jets privés, puis en même temps, il y a les nouveaux métavers qui se développent où on peut se connecter à la nature à travers des lunettes et une consommation d'énergie assez faramineuse quand même. Et puis on nous dit, mais arrête avec ton éco-anxiété, t'es trop sensible, hein, il faut un petit peu être fort, etc. Et puis d'un autre côté, on va en parler, des livres qui prônent la décroissance ou l'après-croissance, qui se disent, ben voilà, il faut qu'on revoie profondément notre modèle économique pour changer nos modes de vie, faire avec moins. Puis on est pris en fait en tenaille avec tout ça. Moi, je ne sais pas comment vous le vivez, ce sera intéressant d'en discuter après si vous le voulez. Et moi, j'aime bien parce que j'aime bien comprendre les choses, mettre du sens dans tout ça. Pendant l'exposition, on a pu comprendre que c'était important de mettre du sens là-dedans. Maintenant, il y a des neuroscientifiques qui vraiment montrent qu'il y a des zones dans le cerveau qui cherchent tout le temps du sens. Et donc, c'est vraiment un besoin fondamental qu'on a en tant qu'être humain de chercher du sens pour s'adapter à notre environnement. Là, j'ai essayé de synthétiser vraiment... Imaginons qu'on a deux grandes visions du monde qui s'affrontent. À l'intérieur, il y a plein de nuances. Hein. Mais pour synthétiser par rapport à la situation écologique, depuis les années 60-70, on voit, voilà, les dégradations, elles sont là. On commence à prendre conscience au niveau international. Et puis depuis, il y a un peu deux grandes tendances qui se sont dessinées. Une tendance à dire, il faut qu'on continue dans ce modèle économique de croissance parce qu'il nous apporte des richesses, il nous apporte le financement pour pouvoir transiter vers des technologies qu'on dit propres, etc. Et donc, on reste un peu dans ce modèle-là. Ça, c'est notre modèle actuel. Hein. C'est le modèle du Conseil fédéral. On est là-dedans de manière dominante. On est encore là-dedans. Et de manière aussi structurelle, institutionnelle, notre modèle fonctionne comme ça. Donc, c'est compliqué d'en changer. Hein. Je ne dis pas qu'il faut juste dire « oui, il faut être pour la décroissance, puis c'est super, on claque des doigts ». Non, il y a des impératifs structurels qui font que le système fonctionne comme ça. Mais d'un autre côté, on a, depuis aussi les années 70, des économistes qui se questionnent sur leur propre discipline en disant « mais c'est quoi l'économie finalement ? Est-ce que l'économie, c'est de produire toujours plus ? Ou est-ce que l'économie, c'est de se dire qu'il y a des limites ?
finalement, et qu'on doit faire à l'intérieur de ses limites, au sens noble de l'économie, du terme économique, et de faire avec les ressources de la maison, comment on gère ça. Et donc j'aime bien cette représentation parce qu'on voit que d'un côté, le développement durable, il y a ces 3 sphères, hein, vous connaissez, je pense que c'est pas, vous avez déjà vu ces 3 sphères du développement durable, qui dit que finalement on doit tendre à la durabilité là au centre, en privilégiant la sphère sociale, écologique et économique sur un pied d'égalité, hein, d'une certaine manière. Il faut qu'on puisse être rentable en même temps qu'on préserve les ressources. Pour l'économie écologique, elle renverse complètement ce paradigme-là. C'est intéressant de se questionner, c'est ce qu'on va faire après, c'est quoi notre vision de la nature ou du vivant dans ce modèle-là? Dans ce modèle-là, on reste dans une vision où l'écologique, c'est une sphère parmi les 2 autres. Ça veut dire qu'elle peut être mise sur un pied d'égalité avec nous, nos ressources humaines, et puis les ressources qu'on produit. Si je vais un peu plus loin, si je provoque, je dis qu'il y a des capitaux, en fait, parce que dans ce modèle, on parle de capitaux, capital social, capital écologique, capital naturel, qui sont substituables, du coup, entre eux, dans l'idée. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'abeilles, tout d'un coup, dans ce modèle-là, ce n'est pas dramatique parce qu'on peut remplacer finalement cette ressource par des drones qui vont polliniser ou par la main de l'homme qui va polliniser, ou de la femme. Là, je provoque un peu, mais ça existe déjà et c'est quand même une vision dans laquelle on est. C'est intéressant de se questionner là-dessus. L'économie écologique, elle renverse complètement ça. Elle dit, non, en fait, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a la nature sur laquelle on ne peut pas vivre, qui nous donne nos ressources, pour lesquelles on est obligé de faire avec. Et de s'adapter. Donc le social à l'intérieur, c'est nous. Donc on dépend vraiment de cette nature et des conditions d'équilibre de cette nature. Et à l'intérieur, seulement, il y a l'économie. Donc l'économie, ce n'est pas une sphère à part qui va nous... C'est comment Et donc on a besoin que le social soit aussi en bonne santé pour qu'on puisse faire de l'économie. Aujourd'hui, dans notre évolution, l'économie, elle s'est désencastrée. Il y a des auteurs qui parlent de ça, désencastrer des limites de la nature. Donc aujourd'hui, on essaye de la réencastrer, mais on n'est pas tous d'accord et toutes d'accord sur ça, sur juste cette vision. Il y a des gens qui ont la vision de droite plutôt, puis les gens qui ont encore la vision de gauche, même sans en avoir vraiment conscience. Et j'ai 2-3 exemples après, qui sont assez rigolos d'ailleurs. Et voilà, moi ça c'est un peu mon plan pour la soirée, c'est de se dire l'éco-anxiété, c'est de se dire il y a la pointe de l'iceberg, je trouve qu'il est intéressant comme dans Matrix, on se questionne sur les codes. C'est comme si on avait une matrice économique de croissance qui nous enjoint à toujours continuer cet impératif de croissance qui, de plus en plus, est mis en évidence par les scientifiques, qui est corrélé à la destruction de notre habitat. Puis, à la surface de l'eau, on va creuser un petit peu ça ce soir, les rapports humains à la nature. Puis on peut déjà se questionner, c'est quoi pour nous la nature? C'est quoi Est-ce que c'est un stock de ressources pour lesquelles qu'on peut utiliser pour notre propre bien ou est-ce qu'on en dépend? Puis là, on va juste aborder un peu ces questions parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, ma thèse, en fait, elle a porté là-dessus, sur les peurs existentielles fondamentales et comment on gère ces peurs. La peur de la mort, le sens de la vie et comment tout ça, ça impacte notre participation au système de croissance économique. Je le dis juste comme ça, mais on pourra en rediscuter après si jamais. Et l'éco-anxiété, du coup, je voudrais vous la proposer comme un enjeu transversal, en fait, de tout ça. C'est-à-dire que si on vous dit mais l'éco-anxiété, c'est des gens qui sont trop sensibles, qui ne savent pas comment gérer leurs émotions, non, pas du tout. En fait, c'est collectif. L'éco-anxiété, c'est vraiment un phénomène qui est complètement collectif. Et donc, du coup, là, je vous propose quelques petits décryptages. Vous avez déjà tout entendu parler d'éco-anxiété. Je pense que si je vous demande un peu les mots qui vous viennent à l'esprit en parlant d'éco-anxiété, ce serait quoi, par exemple? Juste comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? La collapsologie. Ouais, collapsologie. C'est vraiment, alors, ça on verra, c'est vraiment des chercheurs indépendants qui essayent d'évaluer les conditions possibles d'effondrement de nos sociétés industrielles comme elles le sont actuellement. Qui souffre là dans cette salle d'éco-anxiété, juste en levant la main? Ouais. Il n'y a pas de tabou, hein. On est entre nous. Je crois que vous n'êtes pas filmé en plus, ou bien si, de dos, on ne vous reconnaîtra pas. L'éco-anxiété, moi, là, c'est un slide assez concis. Où à gauche, vous avez 3 termes que je trouve qui sont intéressants à mentionner parce qu'ils reviennent souvent dans la littérature. Puis dans les médias, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais pas forcément de ces 2 autres termes. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que derrière ce phénomène d'éco-anxiété, il y a plein d'autres termes aussi en fait, qui existent pour saisir cette réalité. Puis à droite, vous avez des caractéristiques communes à ces 3 termes que j'ai essayé de synthétiser ici. Mais l'éco-anxiété, en gros, voilà, c'est le terme le plus vieux. C'est le terme aussi, je pense, le plus utilisé dans les médias, dans la littérature scientifique, qui se définit comme une forme de stress pré-traumatique
Donc là, aujourd'hui, on peut se dire, dans nos pays, on a encore de la chance parce qu'on n'est pas directement aujourd'hui, enfin, on commence à l'être, mais moins que dans certains pays qui subissent déjà depuis plusieurs années le réchauffement climatique. On peut déjà s'imaginer qu'on va subir en fait beaucoup de choses. L'éco-anxiété, elle est liée à cette dimension temporelle de futur, d'un stress pré-traumatique qu'on imagine. Et donc, c'est un futur qu'on imagine incertain, qui est existentiellement menaçant. Donc là, ne disons pas que c'est être trop sensible qu'être éco-anxieux, parce que là, on parle de la possibilité de disparition de notre espèce, si je vais très loin, dans les perspectives les plus dramatiques, ou en tout cas de diminution possible de notre population, de conditions qui vont être possiblement et probablement très difficiles à l'avenir, de pouvoir se nourrir, de pouvoir... donc voilà, il y a plein de peurs, on en a parlé avant pendant l'exposition, qui sont liées à tout ça. La solastalgie, quelqu'un a déjà entendu parler de ce terme? Ouais. Ça, c'est un nouveau terme qui a été proposé par un philosophe australien qui s'appelle Glenn Albrecht en 2005, et là, qui a une dimension temporelle, une dimension spatiale, pardon. Donc lui, il est... Tout va bien? C'est la réaction à la solastalgie, c'est très bien. Le château parle... Voilà, lui, en gros, il percevait une gêne très importante par rapport à la destruction de son habitat direct à cause des mines, l'exploitation des mines. Donc il avait l'habitude d'aller dans des endroits pour retrouver du réconfort, pour se ressourcer. Il ne pouvait plus aller là-bas parce que c'était des endroits qui étaient détruits. Et aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant parce que l'éco-anxiété, on ne parle pas forcément de ça, mais la solastalgie, il y a vraiment cette dimension. Si on vit en ville, par exemple, on peut ressentir de la gêne. On peut sentir que c'est difficile. Là, moi, rien que de venir depuis la gare à pied, avec les voitures et tout, je mets toujours mes écouteurs, je me mets dans une bulle un peu. Moi, j'estime que je souffre presque plus de solastalgie que d'éco-anxiété, parce que je me dis, voilà, j'essaie de vivre dans le présent, mais la solastalgie, elle est très prégnante. Puis il y a de plus en plus maintenant de références scientifiques qui disent, on a besoin de vivre dans un cadre qui est agréable et tout, donc effectivement, on peut se dire que c'est assez stressant. La collapsalgie, c'est intéressant. Ça, vous avez, je pense, jamais trop entendu. Ça vient justement de la collapsologie. Là, c'est une thérapeute française qui l'a proposée, parce qu'elle, dans sa patientèle, tous les gens qui venaient avec une inquiétude vis-à-vis du futur, etc., aucun des termes qui étaient présents dans la littérature, pour elle, suffisait à qualifier ce que les gens ressentaient. Et là, pour elle, c'est une forme d'effondrement intérieur, la collapsalgie. Effondrement intérieur quand on commence à prendre conscience des enjeux écologiques, parce qu'il y a encore des gens qui commencent à prendre conscience aujourd'hui, puis on est toujours... on a des sensibilités qui sont très différentes, donc on chacun son chemin en fait dans cette trajectoire-là. Et des gens qui prennent conscience, qui remettent en question leur profession, leur choix de milieu de vie, leur relation aux autres. Donc vraiment une dimension identitaire très forte et de remise en question des croyances et des valeurs incroyables qui remettent en question ce sur quoi on a basé notre existence en fait jusque-là. Donc ça peut aussi expliquer des fois qu'on a l'impression qu'on aimerait réveiller les gens, etc., pour qu'ils prennent conscience. Mais c'est dur, en fait, de prendre conscience, parce que ça peut vraiment remettre en question tout ce qu'on a utilisé comme référentiel de sens. On a parlé du sens avant. Donc voilà, collapsalgie. Simplement, à gauche, vous avez quelques termes qui reviennent souvent, enfin, en tout cas des qualités. C'est important de se dire qu'il y a des origines multiples, c'est-à-dire qu'il y a autant de sensibilités possibles, il n'y a pas de juste ou de faux éco-anxieux. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut ressentir. Il y a une multitude de ressentis, on voit souvent de la colère, on va parler plus après des émotions. Là, c'était juste un cadrage de termes. La tristesse, l'impuissance, ça revient régulièrement. Très important, c'est un enjeu de santé publique. Dans la littérature, on voit ce consensus vraiment se dessiner chez les chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est un enjeu de santé publique, maintenant, l'éco-anxiété, qui doit être abordé de manière suffisamment tôt chez les personnes pour éviter qu'on tombe dans des formes pathologiques, c'est-à-dire des formes handicapantes pour le quotidien, qui peuvent là amener à des manifestations comme des troubles dépressifs, les difficultés à se lever le matin, des difficultés à faire des activités qui avant nous ressourçaient, à trouver de la motivation, des pertes d'appétit aussi, des troubles du sommeil, dans les cas les plus graves, des idées suicidaires. Donc il y a vraiment des fois un enjeu où on se dit mais à quoi bon ? À quoi bon? Et on peut vraiment être mal au bout d'un moment. Donc c'est tout l'enjeu finalement aussi de ma présentation ce soir, c'est de se dire, est-ce qu'on peut prévenir ça en fait? Est-ce qu'il y a une forme d'hygiène émotionnelle qu'on peut développer dans notre vie pour éviter de tomber dans des formes graves d'éco-anxiété? Et encore une fois, le dernier mais très important, c'est lié à l'inertie collective aussi. Moi, je me dis souvent, mais si à un moment donné, on se dit, ok,
je sais pas, je dis n'importe quoi, comme le plan Wallon, on a vu avant, on met des quotas, puis là on essaye vraiment de se bouger au niveau du gouvernement, au niveau de tous les pays, pour respecter les limites à un moment donné, et qu'on a plus ces exemples de fast fashion, qui sont caricaturales, mais pas tant que ça finalement, à un moment donné, l'éco-anxiété, forcément, elle va aussi baisser. Donc se dire que c'est très collectif en fait, ce qu'on peut ressentir aussi. Voilà, ça c'est encore un petit schéma, juste de se dire que voilà, la solastalgie, c'est souvent une forme de nostalgie de ce qu'on a perdu, et de ce qu'on se remémore. L'éco-anxiété, on l'a dit, c'est plutôt vers l'avenir qu'on se projette. Puis alors là, la collapsalgie, si on souffre de collapsalgie, ça va dans tous les sens. Passé, futur, présent, donc voilà. Pourquoi je vous propose une lecture maintenant éco-psychologique de ce phénomène d'éco-anxiété? C'est parce qu'il y a des risques liés à ce phénomène-là, qu'on voit dans les médias, possiblement, ça j'ai trouvé dans un article un extrait du Temps, où il y a en gros, on dit, il y a un débat, est-ce que l'éco-anxiété déjà ça existe, c'est un phénomène ou est-ce que c'est un mirage? Et puis en gros, l'extrait il dit, mais est-ce que c'est des gens qui sont trop sensibles et qui ont déjà des pathologies en fait psychiques et qui viennent vivre une cristallisation de ces pathologies-là dans la question climatique en fait. Et que c'est du coup d'apprendre à former les gens pour qu'ils gèrent en fait leur névrose, on va dire. Ou alors, est-ce que c'est un vrai phénomène et il faut former les psychologues à aborder ces questions d'éco-psychologie. Donc je trouvais que c'était intéressant parce que dans notre culture, on va dire, à dominante, plus individualiste, c'est assez logique d'avoir cette possible vision en fait, que l'éco-anxiété c'est un phénomène individuel de gens qui sont pas forcément super forts, etc. Et donc il y a vraiment un risque là de pathologiser aussi le terme d'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas du tout. Quand on parle d'éco-anxiété, beaucoup de gens qui disent mais moi je suis pas éco-anxieux, je suis éco-colérique. Parce que ça ne va pas en fait ce qui se passe. Et donc il y en a qui ne se retrouvent pas derrière ce terme. Donc c'est le risque de pathologiser un malaise qui est en fait sain et lucide sur la situation. Ça réduit la palette de ce qui est vécu, parce qu'on se dit voilà, il souffre d'anxiété, mais on verra après, l'anxiété c'est un terme un peu fourre-tout, où potentiellement on peut mettre tout et n'importe quoi. Ça individualise un iceberg collectif, qui est justement notre mode de production et de consommation, notre mode d'utilisation des ressources, mais aussi notre mode de déplacement, nos modes de vie, etc. Et ça décrédibilise aussi des demandes de changements structurels qui sont légitimes, de comment on fait concrètement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vivre dans une forme de mode de vie décroissant, ou en tout cas on essaye d'être vraiment dans la sobriété, si on ne veut pas utiliser le mot décroissant, des fois ça peut paraître vraiment compliqué, parce qu'on a beaucoup d'injonctions à, je sais pas, je dis n'importe quoi, rien que les téléphones, il y a beaucoup de choses qui sont vite obsolètes, et on est toujours enjoint comme ça à consommer pour faire fonctionner le système. Voilà, ça c'est simplement pour différencier un peu. Vous me dites s'il y a des questions, vraiment des choses pas claires, n'hésitez pas. Je trouve que c'est intéressant du coup, pour commencer à s'empuissancer un peu là-dedans, à se dire qu'est-ce qu'on fait avec cette éco-anxiété, de séparer les deux. De se dire, d'un côté, il y a l'anxiété, peut-être qu'il y a une forme de... En tout cas, là, dans les sciences infirmières, on trouve un peu cette définition, un caractère souvent chronique, un caractère souvent indéterminé, où on ne sait pas finalement ce qu'on ressent. C'est comme une espèce de grosse pelote. Et puis, quelque chose qui est une tension nerveuse à un état qui finit par nous épuiser, possiblement. Et c'est de se dire, ok, si on arrive à cet état, il y a quoi derrière, en fait? C'est de se dire que peut-être qu'on peut mettre en place des techniques pour prévenir ça, pour éviter de tomber dans cette forme-là indifférenciée. Et donc, et je trouve que peut-être même le terme d'éco-anxiété, on pourrait en discuter, parce que là, quand on parle de l'anxiété, c'est l'attente d'un danger imminent indéterminé, qui est lié à une inquiétude disproportionnée par rapport à la réalité des menaces. On peut se dire, est-ce que vraiment c'est disproportionné d'être inquiet? À l'heure actuelle, non, je ne pense pas. Donc, on peut même questionner ce terme d'éco-anxiété. Mais en tout cas, les émotions, les émotions, c'est une énergie, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est un message. Chaque émotion est un message. La colère, la peur, on l'a vu avant, c'est un message qui nous informe sur notre état et l'état du monde. Et dans notre société aussi, on peut imaginer que peut-être ces émotions, elles sont encore un peu tabous de toute l'histoire de notre société dont on hérite, où on a souvent aussi différencié, depuis un peu l'époque des Lumières, la raison d'un côté, qui est froide, qui est positive, c'est-à-dire qu'on valorise, et d'un autre côté, les émotions, qui sont un peu à maîtriser, etc., qui vont nous conduire un peu sur un chemin, pour les femmes, d'hystérie ou potentiellement de perte de maîtrise de soi. On a encore un peu
mine de rien, peut-être inconsciemment, cette distinction. Et aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait pour remettre les émotions dans leur bon droit, c'est-à-dire de dire, mais en fait, on les utilise, ces émotions, elles nous permettent de comprendre ce qu'on vit. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir écouter ces messages. Donc si on a peur, si on est en colère, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cette colère? C'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions au quotidien pour pouvoir vivre avec ça? Et moi, j'aime bien avoir un peu cette lecture, de se dire au niveau collectif, si on a un peu ce tabou des émotions, on n'a pas beaucoup d'espace en fait collectif pour vivre avec tout ça. Si on a de la chance, on a une famille où on peut exprimer, etc. Si on n'a pas de chance, on est un peu seul face à tout ça. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à faire l'autruche, on va dire, ou en tout cas à caler un peu ses émotions parce que c'est dur. C'est dur de se dire, ok, je me laisse pleurer à un moment donné, je me laisse crier, je me laisse ressentir tout ce que j'ai à ressentir. On peut avoir peur de ça en fait, tout d'un coup de plus pouvoir s'arrêter de pleurer ou je ne sais quoi. Et donc on peut se demander si du coup ce rapport un peu tabou qu'on a avec ces émotions, ça participe pas à augmenter ce phénomène d'éco-anxiété. Parce que si ces émotions, on ne peut pas les exprimer régulièrement, ben elles font quoi? Elles ne vont pas partir d'un coup, elles sont toujours là. Donc elles montent, elles commencent à se mélanger, on ne sait plus, c'est de la colère, de la peur, de la tristesse, je ne sais pas. Et potentiellement, ça peut tomber dans des formes d'anxiété, où là, ça devient indéterminé. Ça, c'est ma proposition de lecture, parce que je trouve que c'est intéressant, ça nous permet de prendre un pas de côté et de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces émotions? Puis on va aller plutôt là-dedans maintenant, de voir tous les exercices qu'on peut faire. Là, je rajoute encore une petite couche parce qu'il y a un institut des sciences affectives à Genève qui travaille beaucoup sur ces questions et qui montre vraiment, si on avait besoin d'être sûr, puisqu'on est dans une société aussi très cartésienne où la science, de bon droit, a une valeur heuristique et de nous confirmer des choses qu'on peut ressentir parfois comme légitimes. Donc ça, c'est très bien. Mais on voit que de plus en plus, voilà, des zones qu'on utilise pour prendre des décisions qui sont... comment dire, éclairées ou qui sont utiles, voilà, eh bien, il y a les émotions qui sont derrière. Donc les émotions, c'est vraiment comme l'allié de la raison. C'est plus comment est-ce qu'on les reconnaît, comment est-ce qu'on vit avec. Et c'est un petit peu ça tout l'enjeu. Voilà, le petit détour éco-psychologique. Est-ce que vous voyez un point commun ou des points communs entre toutes ces images? Là, on est entre nous, alors vous pourriez... Il n'y a pas de piège. Même tout ce qui vous vient à l'esprit. N'importe quel mot. Le progrès. Ouais, bien, le progrès. Quoi d'autre? Au sens économique. Progrès au sens... Ouais, économique. Ok, s'il y a d'autres mots, je vous raconte juste cette anecdote. Il y a peut-être d'autres mots qui vont venir. Cette anecdote, je l'ai mise parce que ça m'arrivait déjà 2 fois. J'étais à la gare et puis à l'automate, tout d'un coup j'entends une dame qui me dit « Ah, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider ?» J'ai dit « Oui, bien sûr » et tout. Et puis elle était à l'automate et puis elle prenait son billet. Vous me voyez arriver déjà, hein, voilà. Mais je finis de le dire quand même parce que c'est assez intéressant. Et donc voilà, elle finit de tirer son livre et en fait elle ne pouvait pas retirer sa carte parce que ça glissait. Et donc j'ai dû pour elle retirer sa carte de l'automate. Et j'ai trouvé ça super, parce que loin de moi l'envie de me moquer de ça, parce que moi quand j'étais ado, j'adorais en fait. Bon, j'en avais pas des comme ça, j'avoue. Et cette dame non plus, parce que je pense que je serais partie en courant, ça fait un peu peur, ces trucs comme ça. Mais elle avait effectivement des ongles très longs. Et maintenant j'ai appris qu'on pouvait acheter ou qu'on nous donnait une pince pour retirer les cartes. C'est intéressant dans notre rapport au corps, dans les normes de beauté qu'on s'est créées, qui finissent par nous handicaper au quotidien. Je trouve que c'est fascinant. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qui vous... Ça, c'était un petit teaser comme ça pour trouver les points communs entre toutes ces images. Il y a d'autres choses qui vous viennent? L'homme trouve la solution à tout. Ouais, l'homme trouve la solution à tout. Et crée des problèmes pour lesquels il va trouver une solution. Et ça crée des nouveaux marchés, donc c'est super parce que c'est ça finalement, on est là-dedans. Alors le point commun, c'est que c'est des multiples déconnexions. On va parler des connexions maintenant, parce que l'éco-psychologie, elle part de ce présupposé-là que si on en est arrivé à un tel état de dégradation de notre planète, c'est que dans notre corps, dans nos émotions, dans notre manière de nous percevoir, notre identité, dans notre histoire humaine, on s'est progressivement créé une illusion de séparation. Je préfère illusion de séparation que déconnexion, parce qu'on est nature. On est des êtres de nature, à un moment donné, on va mourir, notre corps, idéalement, il va nourrir les vers, on est de la chair, on est...
Mais dans notre esprit, on a créé comme une illusion de séparation, parce que c'est pas facile de se dire, bah oui, je suis mortel, donc de toute façon, je vaux pas mieux qu'un ver. Bah non, parce qu'il y a le statut social, on aime bien quand même se dire qu'on vaut un peu mieux, etc. Et puis ça, c'est aussi naturel, hein, lié à la peur de la mort, etc. Mais dans notre histoire, il y a eu des multiples déconnexions, ou en tout cas illusions de séparation. Et je trouve que c'est intéressant de montrer ça. Alors ça, c'est un exemple criant, mais il y a l'exemple du temps aussi, hein, de nos rythmes de vie. On peut imaginer, est-ce que ces rythmes de vie sont toujours adaptés à nos rythmes naturels aussi? Il y a de plus en plus de phénomènes d'épuisement. Est-ce que ce n'est pas un signe que structurellement, il y a quelque chose qui cloche? Au niveau de la nature aussi, des cycles. On ne respecte plus les rythmes de régénération des écosystèmes, etc. Donc on a, vous voyez, c'est quand je vous parlais d'économie qui s'est désencastrée, c'est ça en fait. On a un rythme de production et de consommation qui ne correspond pas du tout au rythme de régénération. Donc et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on s'est aussi peut-être déconnectés. En tout cas, moi, c'est ma lecture de ça. Il y a les robots abeilles maintenant. C'est grâce à la technologie, là on se dit mais on s'est aussi pas mal déconnecté. Alors le monsieur là, je l'ai mis parce que je pense qu'il souffre de solastalgie dans son parking comme ça tout seul. La nourriture, c'est un exemple, ça peut absolument, on peut pas, voilà. La nourriture, on peut ne pas savoir du tout ce qu'on mange, pas du tout savoir d'où ça vient, comment ça a été produit. Alors je dis pas que, on va parler des chasseurs-cueilleurs après. Et là, c'est l'exemple aussi, peut-être le summum des gens qui veulent devenir immortels. Donc le transhumanisme, il y a des projets. Hein. On peut aujourd'hui, si on va aux États-Unis, sachez-le, quand vous mourrez, si vous voulez que votre corps ou votre tête, si vous avez moins de sous, vous pouvez faire juste la tête, soit cryogénisée, donc voilà, vous puissiez être dans le froid pour attendre que, grâce au progrès, on puisse vous soigner de la maladie qui va vous tuer ou peu importe. Et ben ça existe déjà. Et il y a vraiment des projets transhumanistes hein, d'augmenter. Et c'est une vision de l'être humain particulière qui est derrière. C'est une vision aussi de la nature particulière qu'elle a derrière. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de déconstruire les visions qui sont là derrière. Parce que du coup, ça donne des présupposés à des trajectoires de société qui aujourd'hui se font barrage, commencent à se monter. Et donc, on a peut-être ce besoin de déconstruire ces choses-là. Voilà. Pourquoi je vous parle d'éco-psychologie? Parce que l'éco-psychologie, elle est partie de ce présupposé-là. Peut-être je regarde juste l'heure, hein, parce que des fois, je m'enflamme et puis après, 19h20. Oui, c'est parfait. J'ai 9 minutes. Je vais essayer de faire ça en 9 minutes. C'est super. Donc voilà, l'éco-psychologie. Donc moi, aussi, si vous êtes intéressé à aller creuser l'éco-psychologie, j'ai mis des références, etc. Donc je vous donne aussi volontiers le PowerPoint si ça vous intéresse. Mais l'éco-psychologie, ce n'est pas une sous-branche de la psychologie. C'est vraiment un mouvement à part entière qui est critique aussi de la psychologie standard de l'époque. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le point central de ce qu'elle propose, donc c'est plein de chercheurs, de philosophes, de psychologues, de militants aussi environnementaux, qui dans les années 60-70, ça se cristallise gentiment, se disent mais en fait pourquoi on en est arrivé là? C'est une question très basique, hein, mais c'est intéressant de se demander vraiment c'est quoi la racine profonde, pourquoi aujourd'hui on détruit en fait notre habitat. Et pour l'éco-psychologie, c'est cette illusion de séparation dont je vous ai parlé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle part assez loin. Pour certains éco-psychologues, c'est même déjà depuis la sédentarisation. Depuis qu'on a passé d'un mode de subsistance de chasseur-cueilleur où, c'est pas pour surromantiser ce mode-là, hein, je pense que voilà, moi j'aurais du mal si on me disait maintenant tu vas chasser ta viande, etc., en mode survie. Mais fait qu'il y avait quand même un rapport au corps, au sens, qui était très différent. On était en contact direct avec notre habitat naturel. On avait développé une connaissance des cris des oiseaux, par exemple, qui annonçaient la venue d'une proie ou la venue d'un prédateur. On savait que les nuages, quand ils bougeaient comme ci, comme ça annonçait potentiellement un orage, etc. Aujourd'hui, souvent, le réflexe, c'est « Ah, il va faire quel temps demain? Ok, ouais, c'est cool. Ah ouais, ok, c'est cool. » Voilà. On a même maintenant des podomètres pour voir combien de pas on a en fait la technologie qui est venue finalement entre notre habitat direct et nous pour nous donner ces informations-là en fait. Et toute l'éco-psychologie, elle se dit ok, il y a eu cette forme de déconnexion. Alors il y a plein d'articles, de livres qui sont sortis là-dessus, c'est assez fécond comme mouvement disciplinaire. Et elle prône quoi? Elle prône une reconnexion. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est vraiment le message central, c'est de se dire si on arrive à se ressouvenir qu'on fait effectivement partie du vivant, et se ressouvenir, ça veut dire non seulement intellectuellement, oui, on est des êtres de nature, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, ça veut dire quoi dans notre corps?
réaliser que dans les sens, on fait partie du vivant. Que si je mange, si je bois de l'eau, l'eau, elle vient d'un certain endroit. Il y a des chaînes comme ça. En fait, on est liés. Tous et toutes, on est liés ensemble. Il y a des liens invisibles qu'on ne voit plus, que notre mode de production et de consommation a participé à encore invisibiliser plus. Si on pense à la mondialisation, il y a tellement de choses qui viennent de partout, partout, partout. Quand on parle de relocaliser, c'est aussi ça, c'est de se dire comment... Et tout l'enjeu, là c'est hyper intéressant, tout l'enjeu c'est de se dire que souvent, quand on prend conscience de ça, on a naturellement des comportements qui sont beaucoup plus éco-responsables, en fin de compte. Parce que si on se dit, si je prends l'alimentation, c'est un exemple criant, je sais que, par exemple, je vais manger des produits ultra transformés, il y a plein de conservateurs dedans, trop de sel, etc. Il y a eu beaucoup d'énergie grise qu'il a fallu pour produire tout ça. Les aliments, ils viennent de partout, etc. Et c'est pas bon pour ma santé. En général, c'est meilleur d'avoir des produits frais, des produits dont on sait, voilà, on sait d'où ils viennent, des produits en général d'agriculture raisonnée ou biologique, etc. C'est de se dire qu'en fait, il y a un continuum. Et ça, c'est un des postulats de base de l'écopsychologie. Il y a un continuum entre notre santé et la santé de notre habitat. C'est du bon sens, hein, mais en fait, on s'est tellement déconnecté qu'on doit aujourd'hui montrer par la science, par les chiffres, que, en fait, oui, il y a un lien. Et aujourd'hui, la scientificisation de cette chose-là, c'est sous ce terme de co-bénéfice. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et il y a vraiment des études maintenant qui se disent, qui évaluent l'impact de nos émissions de CO2, l'impact carbone ou l'impact terrestre de certains modes de consommation, de certains modes de vie. Hein. La mobilité, c'est un autre exemple. Le fait d'aller plutôt à pied ou à vélo, ben, ça nous fait faire du sport, c'est bon pour notre santé. On émet moins de CO2 que si on prend tout le temps la voiture, qui du coup émet plus de CO2, et puis au final, ben, on ne fait pas beaucoup de sport, etc. Et en plus, on émet des gaz qui nous polluent. Donc, c'est du bon sens, mais aujourd'hui, on est arrivé à un tel stade qu'on doit prouver qu'effectivement, il y a des liens, quoi. Donc en gros, voilà, c'est un peu ça. Et c'est une réponse aussi pour l'éco-anxiété. Pourquoi ? Parce que, en général, ce qu'on préconise, c'est vraiment de recontacter ce lien au vivant. L'éco-anxiété, c'est aussi beaucoup lié à la peur de la destruction de notre société, de comment elle est, etc. Un socle, un peu, c'est le vivant. Même si, bien sûr, il y a des habitats qui sont en train d'être dégradés, etc., on a toutes et tous encore la possibilité d'aller en forêt, en montagne, de pouvoir se connecter. Et souvent, ça nous ramène au présent. Et c'est peut-être un des enjeux principaux aussi pour se ressourcer par rapport à tous ces enjeux émotionnels, c'est de revenir au présent. Et de vraiment ressentir cette gratitude d'être encore là aujourd'hui. On peut encore faire des choses. Et les scientifiques du climat le disent aussi, tous les dixièmes de degré d'augmentation comptent en fait. Tout aura un impact. Donc c'est pas parce qu'on franchit un seuil des 1,5 ou des 1,1 ou des 1,2 que c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Tout compte en fait. Et qu'on commence à se relier et à recomprendre tous les liens, on peut se réempuissancer d'une certaine manière. Parce que souvent, l'éco-anxiété, c'est l'impuissance qu'on ressent, qui est beaucoup liée à cette augmentation de l'anxiété. Si on se relie, si on recomprend que finalement, tous les actes que je pose, les choix de consommation, le fait de, je sais pas, acheter un téléphone et puis de le réparer tout le temps plutôt que d'acheter un nouveau, ça participe à une nouvelle forme d'économie. Si je vais acheter en vrac, si je vais acheter bio, local, etc., ça participe à un nouveau tissu économique qui du coup est peut-être plus résilient pour le futur. Donc on peut déjà aujourd'hui préparer la résilience en même temps qu'on a peut-être d'autres actions qui freinent les modes de destruction. Donc c'est finalement de trouver au milieu de tout ça déjà, bon ok, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens de la peur. Ok, comment est-ce que je peux faire pour vivre avec cette peur ou en tout cas comprendre j'ai peur de quoi ? Comment je peux agir pour me prémunir de cette peur ? Donc, si aujourd'hui on avait tous et toutes peur à la hauteur de ce qui est en train de se passer, certainement qu'on agirait beaucoup plus en fait. Et c'est normal qu'on se protège. Donc, je dis pas du tout que on est nul, etc. Non, moi la première, je me protège tellement à plein de moments et c'est ok parce qu'on doit aussi être opérationnel dans la vie de tous les jours. Mais après, tout l'enjeu, c'est de se dire est-ce qu'on trouve des lieux où on peut exprimer régulièrement ses émotions. Et là, on va passer aux pistes pratiques, puis ça va être la fin, l'ouverture. Il y a des méthodes qui existent aujourd'hui pour ouvrir en fait ces cercles d'expression de ces émotions, pour justement nous permettre de rentrer dans l'action et de libérer un petit peu ces émotions qu'on enfouit au quotidien. Et voilà, donc ça c'était juste pour boucler la boucle, je me suis dit, ben voilà, l'éco-anxiété, est-ce que c'est pas un signe de lucidité finalement avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui ? Et c'est pas finalement une preuve
de cette forme de reconnexion au vivant qui est tout à fait légitime, mais dans une société qui est encore globalement déconnectée, dans un mode de production, de consommation qui est déconnecté. Et donc du coup, ça nous fait ressentir une forme d'isolement qui est absolument atroce. Et donc tout l'enjeu, ça va être, ok, maintenant qu'on ressent ça, qu'on a pris la pilule rouge, on va dire, de tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Piste pratique et expérimentation. Et je crois que ça va, encore 2 minutes, c'est bon. Dans la littérature, il y a aussi plein de choses, plein d'axes en fait, qui se développent pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et moi je me dis tout l'enjeu c'est ça, j'aime beaucoup ce terme d'hygiène émotionnelle. Se dire comment est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre avec nos émotions, pour en faire quelque chose, pour régulièrement les laisser s'exprimer. Parce qu'en les laissant s'exprimer, on a les messages qui nous permettent de réorienter nos comportements en vue de se sentir mieux. Donc en général, le fait d'agir aussi, ça nous permet de nous sentir mieux. Ça abaisse le niveau d'éco-anxiété parce qu'on se dit je fais ma part, vraiment, et je fais ce que je peux, et je fais de mon mieux, et surtout je fais ce qui me semble juste. Et tout l'intérêt, là du coup il y a un peu ces 3 axes dans la littérature. Déjà le fait d'en parler, donc de sortir du tabou que non c'est des gens qui sont catastrophistes, ou alors on va être perçu comme trop pessimiste ou catastrophiste si on commence à parler de tout ça. Non, c'est de se dire c'est normal, on peut en parler. Puis après c'est développer tout plein de compétences émotionnelles, puis là on peut mettre plein de choses à l'intérieur de ça. On peut mettre des activités artistiques, des choses qui nous permettent de mûrir ses émotions, d'en faire quelque chose. La peinture, aller en forêt, questionner les autres personnes, trouver des lieux de rencontre où on peut régulièrement exprimer tout ce qu'on ressent. Ça peut être faire du sport, on va peut-être aller, je sais pas, se connecter au vivant en allant nager dans le lac quand il fait froid en décembre, parce qu'on puis visualiser toute notre colère qui part aussi dans le lac, ou de mettre tout ça au service d'autre chose. C'est pas un ou l'autre axe, c'est de se dire tous ces axes ça forme en fait un truc un peu cohérent. Et donc la troisième, c'est vraiment agir, et puis c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle, parce qu'on a besoin de tout, en fait on a besoin de toutes les compétences possibles. Et ce que je voudrais juste préciser encore par rapport à ça, c'est de ne pas non plus tomber dans quelque chose, on voit souvent ça, on parle beaucoup d'épuisement militant, de plus en plus, de burn-out militant, où quand on commence à prendre conscience de ça, on veut aller partout. C'est normal, on veut agir partout, donc on se met dans toutes les assos, on a des trucs tous les soirs, on est hyper actif. Et en fait, en faisant ça, on a notre quota d'énergie qui baisse. Si on ne prend pas soin de soi en même temps, et du coup, on finit cramé, et là, on n'est plus utile à rien. Et en plus, on s'est fait du mal, et souvent, ça prend du temps, en fait, à remonter l'énergie. Donc tout l'enjeu, c'est aussi en se reconnectant au vivant, à la nature, en reprenant conscience, et tout, qu'on fait partie de ça, se dire que si je prends déjà soin de moi, d'une manière qui est respectueuse, et je pense que prendre soin de soi, c'est pas forcément aller tous les week-ends faire la fête à Barcelone, etc. en avion. Je pense pas que ça nous nourrit énormément. Peut-être que ça nous nourrit plus d'aller en montagne, d'aller en forêt, de faire des activités artistiques. Et ça, il y a pas mal de littérature maintenant qui commence à montrer en fait que ça répond à nos besoins en fait fondamentaux, existentiels, beaucoup plus que des modes de consommation qu'on nous propose. Et donc du coup, si je comprends ça, et du coup, je peux prendre soin de moi d'une manière qui est pas... on n'a pas l'impression d'être égoïste, en fait. C'est aussi ça, c'est de sortir de cette vision-là. Et de se dire, ok, je peux mettre mes limites, je sais que là, moi, je m'investis parce que c'est là où je trouve aussi du sens dans ce que je fais. Et de se dire que ça peut être aussi joyeux. Ça, c'est aussi des fois un peu tabou dans des milieux plus militants où... c'est en train de sortir de ça, mais... Ou en tout cas, de la part des autres personnes, on dit, ah, ces écolos, ils sont chiants... c'est encore restrictif, etc. En fait, pas du tout. On milite aussi pour un autre monde qui est en général pour le bien-être, pour avoir plus de bien-être. Ça ne veut pas dire qu'en ayant moins de consommation, etc., on se prive en fait du bien-être, au contraire. Donc c'est de trouver en fait l'action qui nous met en joie et qui vient vraiment chercher à l'intérieur nos valeurs, nos croyances, notre identité profonde, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu des pistes générales en pop-up. Mais c'est vraiment de se dire qu'on n'est pas anormal si on ressent tout ça, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, accueillir, normaliser ce qu'on ressent, trouver des alternatives qui sont déjà existantes parce qu'on est déjà dans cette mutation, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on est en train de transiter vers d'autres modèles, il n'y a plus qu'à raccrocher le wagon des initiatives qu'on estime qui sont pertinentes pour nous. Et puis s'entourer, prendre soin de soi, vraiment s'entourer, je pense pas rester seul, c'est hyper important en fait. Moi, je teste plein de trucs, mais je sais que je me suis vraiment
épuisée. Et à un moment donné, l'année passée, je suis sortie du travail, je me suis effondrée. Et j'ai dû arrêter pendant 2 semaines et me re-questionner sur mon milieu de vie. Et du coup, je suis partie, j'ai quitté Lausanne. Après 5 ans dans un studio, je suis allée vivre à Sainte-Croix. Maintenant, je vais à Sainte-Croix. C'est pas moins facile pour les trajets, mais je n'ai pas de voiture et ça fonctionne très bien. Même en hiver, quand il y a de la neige, j'arrive à faire mes courses et c'est super. Et maintenant, je vis ma meilleure vie, en fait. Donc, mais j'ai dû écouter à un moment donné. J'ai dû m'arrêter pour écouter ce sentiment que je ressentais, que je mettais de côté. Je me disais, ouais, non, faut y aller, faut y aller, faut y aller. En fait, en n'écoutant pas, je continuais dans le guidon et puis j'étais de nouveau toujours mal. Donc, il y a un moment donné, c'est soit la vie, elle dit maintenant, t'arrêtes. Ou alors, on se dit, ok, je m'offre des espaces où je peux régulièrement m'arrêter, en fait. Et régulièrement m'écouter. Rentrer dans des formes plus de ralentissement, d'introspection. Et je pense que c'est un peu ça, en fait, mon message principal aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, ça c'est plus si vous voulez prendre aussi le PowerPoint à la fin, il y a plein de structures qui existent. Et ça, je vous invite à regarder le travail qui relie. Qui a déjà entendu parler de travail qui relie? Comme l'éco-psychologie aussi. Donc le travail qui relie, on pourra en parler en fait, même pendant les questions, si vous voulez. C'est une méthode que moi j'ai vécue. Je vais vous en juste dire 2-3 mots. Mais ça, c'est des livres. Voilà, c'est super les livres aussi. On pourra en reparler après. Voilà. Mais le travail qui relie, voilà, en 2 mots, si vous avez envie d'aller regarder, travailquirelie.ch. Il y a des groupes aussi internationaux, mais CH, c'est tout en Suisse romande ce qui se passe. C'est des ateliers de travail en groupe qui existent depuis maintenant les années 70, qui sont très bien éprouvés, qui sont structurés à l'intérieur d'un livre, qui est ici Éco-psychologie et rituels pour la Terre en français, où c'est une militante et docteur en théorie des systèmes qui s'appelle Joanna Macy, qui a 90 ans maintenant, qui vit aux États-Unis, et qui a, dans les années 80, élaboré cette méthode de travail qui s'appelait au début le travail sur le désespoir. Donc l'idée, c'était pour elle d'offrir des espaces où les gens pouvaient exprimer ses émotions, parce qu'elle part de l'idée que, en fait, c'est tellement gros ce qui nous arrive dessus à intégrer qu'on a tendance à s'en protéger. Et en fait, en s'en protégeant, c'est tout ce qu'on a vu avant sur les émotions, on se prive du feedback nécessaire pour réorienter justement nos comportements et notre société. Et pour elle, elle a cette approche très collective et d'éco-psychologie en se disant, mais aussi collectivement, peut-être qu'on n'a tellement pas d'espace pour accepter ses émotions et les reconnaître, qu'en fait, on se protège et ça peut expliquer l'inertie en fait, dans laquelle on est de transformation. Donc ça, c'est un peu la chose. Et puis moi, quand j'ai fini mon master en sciences de l'environnement, j'étais au fond du bac, j'ai trouvé un peu par hasard, c'est ma mère qui m'a offert ce livre, et j'ai trouvé par hasard qu'en Valais, il y avait un stage de 7 jours de travail qui relie qui se jouait par une association belge qui s'appelle Terre Éveil, qui est incroyable, et ça a été pour moi la révélation. Donc moi, je vous invite vraiment à vivre un jour un atelier de travail qui relie. Il y a 4 étapes comme ça. En gros, concrètement, je vous explique, on était 7 jours dans un chalet un peu perdu en montagne, des gens que je ne connaissais pas du tout. On était une quinzaine, on a vécu des exercices par 2, en groupe tout seul, en forêt, à l'intérieur, il y avait plein de choses. Et j'ai réalisé que je n'étais pas trop sensible, que je n'étais pas la seule à être triste ou en colère vu ce qui se passait, que j'avais le droit de pleurer, que en fait, quand je pleurais, à un moment donné, mon corps, il faisait tout seul le job de réguler ce que je ressentais, puis qu'au bout d'un moment, je pleurais plus, puis que je me sentais mieux. Et puis que j'avais pu percevoir des messages que j'avais pas perçus quand je me retenais en fait de pleurer, de vivre en fait ces émotions. Que la force du travail du groupe, il y a un exercice incroyable là dans cette 2e étape. Ça, c'est la spirale du travail qui relie, que j'aime bien voir comme un gros digesteur à émotions, qui nous emmène à l'action. Donc la dernière étape, c'est vraiment de passer à l'action, de pouvoir se mettre en mouvement et de se dire que souvent dans nos sociétés, on est bloqué dans ses émotions, puis c'est de se remettre en mouvement. Et il y a un exercice qui s'appelle honorer sa peine. Donc là, c'est vraiment d'ouvrir un espace sécure. Donc on prépare des conditions favorables pour tout. On ne va pas le faire ce soir, on peut pas, c'est pas des conditions. Mais par contre, on peut pendant un jour même rentrer dans cette étape-là. Et chacun est invité à venir s'exprimer. Et là, du coup, on a des objets qui symbolisent un peu des émotions primaires comme la colère, la peur, la tristesse, etc. Et la seule consigne, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Et donc, quelqu'un vient et on peut crier, on peut pleurer, on peut ne rien dire, on peut rester dans le silence, on peut faire tout. Et quand la personne revient à sa place, tout l'enjeu, c'est de ne pas lui dire « Ah, mais t'inquiète », on lui tape sur l'épaule, puis on dit « Ah, il faut que tu sois costaud, Martine, il faut que tu sois positive, il faut y aller là et tout ». Non, on dit juste « Nous t'entendons ».
ou je t'entends avec le prénom de la personne, pour valider que ce que tu nous as amené, en fait, c'est hyper beau. Et puis c'est le gage de ton humanité, puis ça prouve que tu es lié en fait au vivant. Et moi-même, je ressentais peut-être ça, et merci de l'avoir dit. Et donc du coup, là, il y a quelque chose où on comprend que aussi dans nos sociétés, c'est jamais forcément le bon moment. Et je comprends, hein, à la pause café, devant la machine à café, on va pas commencer à dire « Ah, moi j'en peux plus, j'en ai marre, tout ça et tout ». Ok, mais du coup, on a quand même besoin d'avoir ces espaces où on peut exprimer ce genre de trucs. Donc voilà, c'est des espaces où on crée ça. Puis juste pour vous dire aussi, là, il y a tout un travail qui est fait sur le lien à la nature, puis je terminerai là-dessus. Moi, je m'étais dit, ok, j'ai fait un master en sciences de l'environnement, je sais que dans notre histoire, on s'est déconnecté, blablabla. Mais en fait, il y a plein d'exercices sensoriels, plein d'exercices de méditation guidée, d'exercices liés à notre passé aussi, de recontacter avec d'où on vient en tant qu'humain. On vient d'une longue chaîne d'évolution. On vient de beaucoup de travail, de beaucoup d'essais, de beaucoup d'erreurs, etc. Puis on voit dans notre corps on porte encore en nous ces liens en fait de cette évolution. Alors il y a des méditations comme ça, on dit ça c'était les premières nageoires par exemple, et puis nos mains elles gardent la trace en fait de cette dextérité là qu'on peut avoir, etc. Puis on commence à se reconnecter comme ça avec notre passé. Et puis il y a des exercices super qu'on peut faire. Et je voulais vous dire aussi que je vous avais préparé des documents que j'étais toute contente d'avoir imprimés comme il faut, que j'ai oubliés à mon bureau. Et donc du coup, si vous avez envie, j'ai tous ces documents et je vous les envoie volontiers sur un lien WeTransfer, etc. Comme ça, vous pouvez déjà, si vous ne voulez pas tout de suite acheter le livre, mais voir, il y a tous les exercices en fait, enfin 2-3 exercices qui sont faciles d'accès, que vous pouvez aussi tester. Voilà, et je vais m'arrêter là, je pense. J'ai assez blablaté. Peut-être, est-ce que vous avez des questions déjà? Merci de votre attention, déjà, beaucoup. Et puis, on peut passer...